Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine RDC Infrastructure que j'ai le royal plaisir de vous présenter ce jour. Aujourd'hui mesdames et messieurs, nous allons vous parler de la province du Tanganyika avec un notable élu de cette partie de la République démocratique du Congo. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la reconstruction de cette province? Parce que comme vous le savez mesdames et messieurs, le démembrement de la République démocratique du Congo a été réalisé dans un seul objectif, celui de rapprocher le gouvernant des gouvernés, mais également de développer les provinces. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue à toutes et à tous à votre magazine, notre magazine RDC Infrastructure et Développement. Maître Jean Bouyou, bienvenue à notre magazine. Surtout, merci d'avoir accepté à notre invitation. D'entrée de jeu, nous voulons avoir votre lecture. Une année exactement après l'alternance en République démocratique du Congo, quelle est votre lecture? Nous enregistrons cette émission aujourd'hui, nous sommes le 24, qui coïncide également avec l'an 1 de cette alternance. Oui, merci cher ami. L'an 1 de l'alternance, une expérience qui vaut la peine pour le pays, mais une expérience quelque peu douloureuse. D'abord, l'aspect positif de cette alternance. C'est une élection qui se passe au Congo, organisée par les Congolais, financée par les Congolais, c'est-à-dire la République, le gouvernement de la République démocratique du Congo, et donc sans incidence sur l'argent des autres. Et cette élection, elle a été menée par des Congolais, mais qui ont accepté une observation internationale. Et donc, c'est un pas de géant, un pas important qui a été franchi, que celui d'abord de s'organiser soi-même, de financer soi-même, et de dire, si c'est notre démocratie, nous devons nous l'approprier et nous devons être holistiques. Nous devons gérer tous les aspects d'une élection, tous les aspects d'une démocratie, dont justement le financement. Et il y a eu par la suite, ce que vous connaissez, cette passation qu'on a qualifiée de civilisée du pouvoir. Bon, je voudrais dire simplement une passation qui a été normale, sans heurts, sans qu'il y ait de coups de balles, sans qu'il y ait la guerre, et c'est un pas énorme. Et le président sortant a remis les oripeaux du pouvoir au président entrant, et la République a fait un pas. Et il a évolué. Un ex-président vivant. Oui, on a un président ancien qui ne s'est pas voulu rebelle avec ses soldats, ses militaires pour aller faire la guerre. Il s'est voulu citoyen. Et on a un président civil qui est venu au pouvoir et qui l'exerce dans la conformité de la Constitution. C'est-à-dire, il a été président élu, il gouverne avec une assemblée majoritaire qui n'est pas la sienne, mais rien n'est étrange, cela arrive dans beaucoup de démocraties, et c'est arrivé chez nous. Et nous devons mener à bien notre démocratie. En étant conscients, ce n'est pas celle de la France, ce n'est pas celle du Royaume de Belgique, ce n'est pas celle de la Grande-Bretagne, ce n'est pas celle des États-Unis, c'est la démocratie congolaise. C'est-à-dire un gouvernement désigné par le peuple, je veux dire une direction exécutive voulue par le peuple, qui répond devant une Assemblée nationale et qui est sous le contrôle des cours et tribunaux qui fonctionnent réellement. Donc nous avons donc au niveau du pouvoir l'institution présidentielle qui fonctionne, le gouvernement dirigé par un Premier ministre qui fonctionne, le pouvoir législatif assuré par les députés ainsi que leur bureau, le pouvoir législatif assumé également par le Sénat qui a un président et son bureau, et le pouvoir judiciaire par le fait des cours et tribunaux, des parquets, qui fonctionnent également. Donc nous sommes dans un processus normal de fonctionnement d'un État
Et c'est à l'actif des Congolais de pouvoir se conduire eux-mêmes, par leur volonté, vers l'avenir. Par rapport à la coalition, oui, il y a eu alternance. Aujourd'hui, le peuple a obligé le FCC et le CACH de travailler ensemble pour le mieux-être de la population. Mais il y a toujours des querelles qui sont enregistrées. Quel message pouvez-vous lancer aujourd'hui par rapport aux politiciens, bien sûr, même aux jeunes du FCC CACH? Bon, il faut dire que ces querelles peuvent trouver un fondement véridique. Le fondement véridique, c'est que ce n'est pas une coalition idéologique. Ceux qui ont décidé de la coalition n'ont pas établi des principes idéologiques sur lesquels ils se sont fondés. Mais n'empêche, on peut minimiser les querelles, parce que nous sommes dans un 21e siècle qui n'est pas tant idéologique. On peut admettre l'idée que ceux qui se sont coalisés sont partis des valeurs communes. Et je pense qu'au sommet, il y a eu la considération d'un certain nombre de valeurs sociopolitiques sur lesquelles les coalisés, d'ailleurs, lorsqu'on prend l'UDPS et le PPRD, qui sont des partis de la social-démocratie, qui se réclament tous les deux partis de la social-démocratie, eh bien, ces deux partis, en principe, sur le plan de l'idéologie classique politique, ne devraient pas avoir, disons, de raison de s'achoper. Mais il existe néanmoins, comme tu l'as souligné, une tendance à s'achoper au niveau de la base, au niveau des jeunes, au niveau des mouvements, une certaine contestation qui continue comme par le passé. Ces deux partis se regardaient en tant que contradicteurs hier, et cette contradiction n'est pas finie. Elle s'exacerbe quelquefois sur l'une ou l'autre question de débat, sur l'un ou l'autre aspect de la gouvernance, mais nous devrions minimiser ça. Ce sont des querelles qui sont normales, comme on dit communément, même lorsque on est dans une famille, il advient qu'entre frères et sœurs, il y ait des mésententes, des bagarres, ainsi de suite. Mais ça ne devrait pas tuer la volonté du peuple congolais d'aller vers un avenir meilleur. Je crois que c'est ça qu'on doit privilégier. La démocratie n'est pas une essence, n'est pas un être en lui-même. La démocratie a pour but que le peuple puisse accéder au bonheur. C'est une bonne gouvernance, mais en vue de l'intérêt du peuple. En vue de créer un climat où chacun peut travailler. En vue de créer une plus grande production. En vue de créer une prospérité au sein de la nation. Pour tous, pas pour quelques-uns. Mais la démocratie n'est pas faite pour être démocratie en elle-même et susciter des débats qui deviennent l'objet principal, non, de la gouvernance. La gouvernance, c'est pour aller à l'intérieur de la population, c'est-à-dire le mieux-être de la population. Bien-être, mieux-être. Parce que vous parlez du mieux-être de la population, Maître Jean Mbouyo, je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes juriste de formation. Quelle chance donnez-vous à cette coalition? À mon avis, la chance est totale. Nous sommes des Congolais. Nous avons des enjeux importants devant nous, face au peuple, face à l'Afrique, face au monde. C'est cela que nous devons privilégier. Qu'il y ait des querelles, on doit les minimiser. Un peu comme dans un ménage. Il ne manque pas de querelles, mais on doit les minimiser. Mais nous devons prendre conscience que face à des voisins qui avancent, face à une Afrique, à une Asie, à une Europe, à une Amérique qui avance, nous ne pouvons pas rester en train de nous quereller à tout moment. Et c'est d'autant plus important, ce que je veux dire ici, que plus nous allons nous quereller, plus nous allons faire du surplace. Comme on dit en lingala de Kinshasa, tozo corrompoint. On ne va pas rester dans ce corrompoint-là. Nous devons plutôt rester conscients que les objectifs, ce sont ceux du développement. C'est aller de l'avant. C'est quitter la situation malheureuse du peuple. Donc nous voulons prendre conscience. En tout cas, c'est ce que je pense. Chacun des citoyens congolais doit prendre conscience que ce n'est pas l'Internet qui dirige le pays. Ce n'est pas les idées des gens qui n'ont pas droit au chapitre, qui n'ont pas les éléments de référence. Le débat peut exister, mais il doit exister à un niveau minimal. Aujourd'hui, nous avons un débat politique où chacun se prononce et la plupart de ceux qui se prononcent n'ont pas d'éléments de référence.
Et ils croient que ce qu'ils disent c'est la vérité. Non, non, la vérité doit être rendue aux institutions qui gèrent le pays. Et c'est vers elles que nous devons formuler des idées de développement. Comme un peu le forum économique auquel est allé le président de la République. On va dans un forum économique international, une excellente initiative. On prend avec soi des Congolais pour qu'ils participent à des débats majeurs. Où va le monde? Les nouvelles technologies, l'économie classique, l'agriculture. Mais ce sont ces questions-là qui doivent nous confluer comme Congolais, avec lesquelles nous pouvons participer au débat national. Pas les histoires pamba-pamba de tous les jours. Oh non, Balobaki Boye, hôtel, le fils Ngangoura Lobi Boye, le fils Mbouyo Lobi Boye. Non, ce n'est pas ça. C'est le focus. Comment rendre notre pays compétitif face aux autres. Et la politique doit nous aider à ça. Nous ouvrir à ça. Nous faire évoluer à ça. Pas une politique dont l'objet principal devient la guerre. Non, je crois que l'Alliance Cash FCC a le mérite d'avoir sauvé le pays des velléités de ceux qui voulaient qu'il s'enlise. Et heureusement, le pays ne s'est pas enlisé. Par le génie du président Joseph Kabila, par le génie du président Tshisekedi, ils se sont dit, avec d'autres forces politiques, non, c'est notre pays, sauvons l'essentiel. De mettre les égos à côté. On a sauvé l'essentiel. On a mis l'accessoire de côté, alors ne nous faisons pas rentrer dans les accessoires. Ne donnons pas raison à ceux qui veulent notre destruction, notre descente aux enfers. Non, donnons raison à nos pères de l'indépendance, ceux qui l'ont revendiqué. Lumumba en premier et tous les autres qui l'ont accompagné, donnons-leur raison d'avoir triomphé des idées de ceux qui avaient des plans de renvoyer l'indépendance du Congo. Nous l'avons eu, dans la douleur, beaucoup de guerres. Nous avons quitté progressivement cette étape. Nous faisons face à des guerres, genre Béni et autres, où parfois on ne voit pas l'ennemi. Nous faisons face à des querelles à l'intérieur. Consacrons nos énergies à éteindre ces feux-là pour que le programme économique du gouvernement, pour que la vision économique du chef de l'État, qu'il a mis dans un discours adressé à la nation, qui a été repris dans le budget et dans le programme du gouvernement de l'année 2020, il faut que tout cela soit mis en musique pour que le peuple voit demain après-demain le résultat. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Là, nous allons changer un peu de chapitre, essayer de parler maintenant de la reconstruction, cap sur le Tanganyika. Vous êtes notable élu de cette partie de la capitale. Quelle est la santé aujourd'hui du Tanganyika sur le plan de la reconstruction, sur le plan des infrastructures, du développement? Bien, merci. Le Tanganyika, c'est ma province d'origine. Je suis effectivement d'un parent qui vient de Kabalo et qui a vécu à Kalemi, qui est le chef-lieu de la province, et d'une maman qui est venue d'Ouvira, mais qui a vécu à Kalemi et qui a vécu à Kabalo également avec nous. Kalemi, dans le Tanganyika, est toujours le point focal. C'est le point de départ vers le sud Kivu, donc Ouvira-Bukavu. C'est le point de descente vers Lubumbashi, Moba et Lubumbashi. C'est également le point de départ vers Lubumbashi par train, en venant vers Kabalo et en allant vers Kamina et Lubumbashi. C'est le point de départ vers le Maniema aussi, en quittant Kalemi, Kabalo, Kongolo, Maniema. Donc c'est un point assez important. Et nous avons toujours eu une ville qui rassemble des chrétiens, des musulmans, des églises de réveil, des protestants, ainsi de suite. Donc nous avons un espace beau à vivre à côté d'un grand lac, le lac Tanganyika que vous connaissez bien, oui. À côté de la rivière Lukuga qui est l'unique sortie du lac Tanganyika vers le fleuve Congo et qui, heureusement, malheureusement, cette rivière est très habitée par des crocodiles. Et donc, nous avons une province qui est essentiellement agricole et la pêcherie également y est parce que autant dans le lac, dans le fleuve, on y pratique la pêche. Et subsidiairement, c'est une province minière parce qu'on a exploité souvent le calcaire pour faire du ciment. Il y a une cimenterie qui existe depuis longtemps. Et également une charbonnerie
qui justement alimente la cimenterie dans le processus industriel. Nous avons eu également à Kalemi la petite industrie de la pêche, notamment les chambres froides, les séchages de poissons, de ndakala, de mikebuka, et ainsi de suite. Et la vie essentielle en face de nous, nous avons la Tanzanie. Et souvent, il y a un commerce frontalier entre la Tanzanie et nous à travers le lac, d'où l'importance du lac. Et toutes les exportations que nous faisons, c'est par la Tanzanie, Kigoma, puis Dar es Salaam, et puis vers l'Asie. La même chose d'ailleurs pour les produits d'importation qui viennent d'Asie. Donc nous avons une ville qui malheureusement pendant des années a été coincée par des rébellions. Il y a la rébellion moulélis de 1964. Comme Kalemi, c'est les abords du lac, le relief est montagneux, les rebelles trouvent facilement à se cacher. Oui, ils sont difficilement poursuivables. Bon, c'est pas nouveau, il faut dire comme c'est Laurent Désiré Kabila aussi a bénéficié des mêmes montagnes pour établir son état-major dans cette partie-là. Donc, cette propension à vouloir abriter des rebelles, elle cohabite avec la ville de Kalemi. Ce qui fait que, avant l'arrivée du gouverneur Zoé Kabila, on a souffert de ce qu'on appelait la rébellion de Yakutumba et autres, donc dans le sud Kivu. Maïma Yakutumba, il y a les pygmées, ils se sont coalisés à un moment donné. Et donc, il y a eu un problème de sécurité. On peut dire qu'il y a les problèmes de sécurité est résolu dans les Kalemi. Majoritairement, il est résolu. Aujourd'hui, les gens sont heureux de pouvoir se promener le soir sans craindre d'être attaqués, sans craindre d'être dévalisés. Cela ne veut pas dire que tous les vols communs de nuit ont disparu. Non, il y a toujours par-ci, par-là. Mais c'est dans le taux normal de la vie d'une ville, d'une province. Oui. Mais la vie est rendue normale, elle est rendue plus heureuse pour les gens et leur permet de travailler. Je crois que c'est ce qu'on peut noter de Kalemi aujourd'hui. Mais quelle est votre appréciation sur les efforts de développement enregistrés par le gouverneur actuel de province? D'abord, il faut féliciter le gouverneur actuel par le fait qu'il s'est occupé d'abord des institutions. Il a trouvé une assemblée provinciale sans bureau et il a érigé un bâtiment qui abrite aujourd'hui le bureau de l'assemblée provinciale. Il est également... Sur fonds propres du gouvernement ou il y a peut-être des crédits? Non, sur fonds propres du gouvernement. Il y a eu, du côté du gouvernorat aussi, des efforts pas d'ériger un nouveau gouvernorat, mais d'améliorer l'ancien gouvernorat et de lui donner une peau nouvelle. Le gouverneur a accepté de camper quelque part en attendant que ces travaux se terminent et c'est positif. Donc, on a d'abord, ce qu'il faut féliciter du gouverneur, il a privilégié la vie des institutions, l'abri des institutions, au lieu de privilégier d'autres aspects. L'aspect que nous avons évoqué tout à l'heure, sécuritaire, est tout aussi important. C'était une préoccupation pour tout le monde. Cet aspect est aujourd'hui grandement résolu. Et donc, je ne trouve que du positif, que de bonnes choses à dire le concernant. Certes, avant lui, le président sortant, Joseph Kabila, avait amorcé de renouveler un tout petit peu Kalemi, l'aéroport, la route principale, les lumières, et cela a été fait. Le gouverneur actuel a trouvé et continue à y travailler également. Il y a aussi un grand stade à Kalemi qui est déjà presque fin prêt, qui n'attend que l'inauguration. Oui, un stade de 15 000 places a été construit également à Kalemi, outre justement la piste de l'aéroport. Par l'Agence congolaise des grands travaux. Par l'Agence congolaise des grands travaux. L'aéroport et l'aérogare sont en construction également. Donc c'est une ville qui promet aujourd'hui. Demain, on peut avoir un aéroport de standard national et international. On peut avoir une ville éclairée. On fait des efforts également pour que le barrage de Bendera puisse être stabilisé pour qu'on puisse avoir du courant 24 heures sur 24 comme cela a été par le passé. Et
On fait des efforts en plus pour le port de Kalemi, qui est un élément important, parce que l'activité principale à Kalemi se fait par le port. Le port amène les commerçants et les trafiquants de toutes parts, principalement de Tanzanie, mais aussi de Moba, de Uvira, de Bujumbura, de Zambie, de Mpulungu. Donc, le port est quand même un point focal important dans la vie économique de la province du Tanganyika. Et il est aussi, lui aussi, en voie d'être refait. Les travaux ont déjà commencé ou c'est en voie d'être refait? Non, c'est en voie d'être fait parce que c'est un programme Banque mondiale, mais qui n'est pas encore au niveau de l'exécution sur le terrain. Oui. Mais des efforts ont été fournis pour améliorer, pour que le port fonctionne. Mais qu'est-ce qui explique? Pouvez-vous nous dire, Maître Jean Mbouillou, aujourd'hui on remarque que sur la plupart des chantiers, vous êtes très présent. Qu'est-ce qui justifie votre présence? C'est presque partout, on vous voit. À l'aéroport, on vous a vu dernièrement avec le directeur général de la RVA, Bilengue Abdallah, avec les DG de la CGT, sur les stades, sur le boulevard Lumumba qui est là-bas. Et qu'est-ce qui explique votre présence sur ces différents chantiers? Bon, c'est simplement parce que j'ai eu l'occasion quelquefois d'y descendre avec soit le chef de l'État sortant, soit dont j'ai été le conseiller spécial pendant longtemps, et soit le Premier ministre qui est descendu récemment. Vous étiez également dans sa suite? Oui, j'étais là. Parce qu'aussi c'est un souci permanent. Vous savez, quand vous êtes né dans une ville, vous avez le souci que cette ville avance. Quand vous êtes d'une province, vous avez le souci de votre province. Et je suis né à Kalemi. Toutes les initiatives qui ont tendance à améliorer cette ville, je me sens personnellement concerné. Et puis si nous, les députés nationaux ou provinciaux, nous n'avions pas le souci de l'évolution de nos villes, de nos villages, qu'est-ce que nous ferions encore? Pourquoi serions-nous là? Là, je dirais, mais on a même raison de nous dissoudre notre assemblée, parce qu'on serait là pour rien. Donc c'est le souci d'améliorer qui fait que, bon, je m'intéresse à tous ces chantiers, même à titre personnel. C'est vrai, le député n'a pas comme rôle de construire les routes et de faire développer, mais qu'est-ce que la population du Tanganyika peut attendre de vous? En tant que vous êtes notable de cette partie de la République, mais également élu. Merci pour la question, hein. Je ne me suis pas attendu vraiment. Je suis le député élu à Kabalo, un député national, mais élu dans un territoire bien précis, Kabalo. C'est dans le Tanganyika? Dans la province du Tanganyika. Vous pouvez me qualifier, et j'accepte modestement d'être appelé notable du Tanganyika, mais je crois que mon souci, certainement pour cette population, c'est son bien-être. De moi, on ne va pas attendre la guerre, on ne va pas attendre de venir détruire. De moi, on va attendre des initiatives qui nous permettent d'aller de l'avant, des initiatives qui permettent de faire progresser, de faire avancer. Voilà ce que je peux dire du souci que j'ai pour le Tanganyika en tant que province, mais c'est le même souci que je partage pour la République démocratique du Congo, comme nous en avons parlé tout à l'heure. Et je pense que c'est le même souci que j'ai pour l'Afrique. Parce que l'Afrique subsaharienne, quoi qu'on dise, elle n'avance pas. Et il faut que nous ayons le souci de dire quelle avancée ou quel avancement donner à l'Afrique. Et donc c'est le même souci que je partage en tant que citoyen de l'univers, que le monde aille vers une gouvernance meilleure, une gouvernance de bien-être pour tous, et pas une gouvernance de capitaliste, une gouvernance où l'argent prédomine sur les valeurs humaines. Non. Et je pense qu'on doit dire, quand on parle du Congo, les valeurs d'abord. Mettons les valeurs au devant de nous. Mettons la justice au devant. Mettons l'amour du prochain au devant. Mettons l'humilité. Mettons le vouloir bien gérer le pays. Ce sont ces arguments, ce sont ces valeurs qui vont finalement donner une dimension nouvelle à l'humanité. Pas les querelles. Aujourd'hui, si nous allons droit, question directe, réponse directe, Maître Jean Mbouillou, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Tanganyika et qu'est-ce qui reste à faire sur le plan du développement?
il est fait un effort pour rendre Kalemi, qui était une ville de district, on veut la rendre un chef-lieu de province. Ce que je peux dire. Avec une certaine image. Mais qu'est-ce qui n'est pas fait? Il y a tous les territoires qui sont en souffrance. Enclavés. Enclavés, notamment. Les routes sont presque des pistes. Les ponts ont encore des problèmes. Et ça, c'est ce qu'il y a à faire. Et en échangeant avec le gouverneur de province il y a un mois, il disait « Je voudrais que nous puissions relier les territoires. Je voudrais m'atteler à des routes. Qu'il n'y ait pas seulement le train qui traverse la province, mais qu'il y ait des routes qui puissent permettre de joindre le territoire de Nyunzu, de Kongolo, de Kabalo, de Manono, de Moba, Kalemi lui-même comme territoire. C'est ça son ambition. Et y mettre des bus où les gens peuvent circuler, y mettre des camions où les produits peuvent être évacués et les produits d'importance peuvent être également introduits. Et ça, c'est le souci du gouverneur. Je crois amplement être solidaire avec lui pour ce souci-là. Ça, ce n'est pas encore fait. Il y a des ponts sur la rivière Niemba, des ponts sur Louisie, des ponts du côté de Manono, des ponts du côté de Kongolo. Le pont de Kongolo lui-même qui traverse le fleuve est en train à peine d'être réfectionné. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas faites et pour lesquelles je voudrais contribuer à éveiller l'attention des décideurs au niveau budgétaire pour aider à le faire, mais également l'attention de tous les hommes de bonne volonté, à commencer par les ressortissants de ces territoires qui parfois les ont quittés depuis 10, 20, 30, 40 ans. Qui ont des moyens aujourd'hui de revenir pour investir. Voilà, tant soit peu. Il y a des moyens, tant soit peu. Parce qu'au village aussi, on ne demande pas beaucoup de choses. On ne demande pas de construire la tour Eiffel. Et donc, il ne faut pas rêver, il faut être là, vivre avec cette population. C'est l'option du moins que j'ai faite. J'ai été élu l'année dernière, en janvier, mais de janvier à décembre, j'ai fait 5 visites dans mon fief électoral. Cette année, je reviens de mon fief électoral. Pendant qu'il y a vos collègues qui sont en ce moment où nous parlons en Europe pour passer des vacances, oubliant la base. Il y a des raisons pour lesquelles ils sont là, mais je rappelle toujours qu'ils doivent faire l'effort de passer dans leur fief, d'y vivre 1 mois, 2 mois, pourquoi pas tous les 3 mois de vacances, d'écouter cette population, de contribuer tant soit peu, d'expliquer qu'on n'a pas les moyens qu'on nous demande, mais de donner le peu qu'on peut donner. Et donc, il faut que les députés... Bon, de temps en temps, moi je m'y fais, je suis à cela, mais je voudrais autant que ces députés aillent vers leur population et qu'ils lui donnent une présence généreuse, une présence bienveillante. Et je crois que c'est nécessaire pour chacun de nous, les députés. C'est le travail des citoyens qui fait la prospérité du pays. C'est l'organisation, c'est l'intelligence politique, l'intelligence économique, l'intelligence sociale qui fait d'un pays sa prospérité. Pas les querelles sur les articles de la Constitution. Pouvons-nous dire aujourd'hui, Maître Jean Bouyou, que le démembrement a favorisé le développement du Tanganyika? À mon avis, oui, le démembrement favorise le développement des provinces parce que les gens prennent une conscience plus grande que par le passé. Aujourd'hui, j'ai une conscience que je ne peux pas arriver à Kalemi comme notable et ne pas savoir où je vais dormir. Hier, ce n'était pas mon souci, je me dis c'est un district, j'ai une maison à Kinshasa, une maison à Lubumbashi, donc ça va. Mais aujourd'hui, je me dis, mais oui, mais je vais arriver, on m'a dit c'est le chef-lieu. J'accueille des amis qui sont là. Je me dis, il faut construire une maison. Et donc je vais chercher une banque, voilà la banque, avancez-moi de l'argent, ainsi de suite. Et petit à petit, même si je reçois l'argent du Parlement, je suis obligé de payer une partie à la banque parce que je dois construire ma maison avec l'autre partie. Bon donc, vivre avec l'autre partie et construire la maison avec une partie de ce que je reçois. Donc on ne peut pas dire que le démembrement a été négatif. À mon avis, le démembrement a été positif. Parce qu'un pays ne se construit pas sur base de ses richesses, il se construit sur base de la volonté et de l'intelligence de ses citoyens. Dans la mesure où ces citoyens sont intelligents, ces ressortissants sont intelligents, ils vont ouvrir les voies à l'exploitation des ressources qui vont leur amener plus de prospérité. Donc qu'on ait donné la conscience à chaque ressortissant de l'ancien district, de lui dire que maintenant c'est ta province, et qu'il t'appartient à toi de développer, pas attendre le gouvernement central, pas attendre les colonisateurs qui sont déjà partis,
avoir donné la conscience à des citoyens que leur avenir dépend d'eux-mêmes, là on a rejoint parfaitement l'idée de M. Laurent Désiré Kabila, qui nous appelait justement à nous organiser, à nous prendre en charge. Qui est Mouzé pour vous? Il représentait quoi exactement? Ça me vient à l'esprit. M. Laurent Désiré Kabila, c'est quand même mon premier maître dans le cheminement politique. J'étais avocat au barreau de Lubumbashi, j'étais aux études aux États-Unis quand M. Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, et je l'ai rejoint 6 mois après. Il m'a demandé d'être son conseiller juridique, je l'ai fait. Son conseiller en matière de sécurité et en matière institutionnelle, je l'ai été. Jusqu'à sa mort, j'étais parmi les premiers qui l'ont secouru pour essayer de l'envoyer à l'hôpital où il n'a pas survécu. Donc j'ai vécu du matin au soir à tout moment. Et parfois on est resté de longs soirs à suivre seulement la télé, à discuter, à l'écouter réagir à tel. Et d'ailleurs, par ce mode, il a recruté beaucoup de ministres. Vous avez joué un grand rôle auprès de Mouzé à l'époque. Bon, on était plusieurs, je ne peux pas dire que j'ai été seul. On était plusieurs, mais on a eu l'occasion de saisir, j'ai eu l'occasion de saisir sa pensée, son mode de raisonnement, ses réactions par rapport à des propos. Et je crois que, dans ce sens, je peux dire que j'ai eu le privilège de l'avoir connu, non pas dans sa partie rébellion, mais dans sa partie institutionnelle où il est devenu chef de l'État. Ce n'était qu'une parenthèse qu'on referme. C'est vrai, vous n'êtes pas de la régie des voies aériennes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez évaluer en termes de pourcentage le taux d'exécution de travaux qui sont réalisés à l'aéroport, par exemple? Il y avait les travaux de la piste, de la nouvelle aérogare. Aujourd'hui, si on vous posait une question, est-ce que vous pouvez faire cette évaluation en termes de pourcentage? Disons en termes de pourcentage, je reviens de Kalemi, j'ai posé la question à la société qui est en train d'asphalter la piste. Elle a dit, nous, à la fin, au 30 janvier, on a complètement fini les travaux de la piste. Mais la société qui construit l'aérogare... Y compris le balisage, parce que normalement l'aéroport doit fonctionner en H24 d'ici... Non, je parle de la piste elle-même, hein. Je n'ai pas une information sur le balisage. Mais j'ai également vu l'aérogare qui a un niveau, disons, de construction. Il n'est pas encore au niveau de finissage. Et je pense que ces travaux pourraient facilement prendre 6 mois. Et à quand l'inauguration du stade? Je ne sais pas, mais j'ai visité le stade. Le stade, j'ai trouvé que les chaises ont été placées, les tapis ont été faits. Je crois que ça devait être une question de temps. Est-ce que c'est au premier trimestre? Je pense qu'on peut l'inaugurer utilement au premier trimestre, tout au plus au second semestre. De cette année. Au second trimestre de cette année, oui. Merci beaucoup, Maître Jean Bouillou. La télévision, c'est des temps, c'est vrai. On nous a accordé quelques minutes par la réalisation, mais votre mot de la fin par rapport à notre entretien d'aujourd'hui, et dites-nous comment vous l'avez trouvé. Ben, je vous remercie. Je vous remercie. Je trouve que c'était bien d'échanger un peu sur la vie de la nation. C'était bien aussi que vous m'ayez donné la possibilité d'exprimer un point de vue différent face à toute la cacophonie que nous traversons. Vous m'avez donné la possibilité de montrer aussi que les provinces avancent pendant qu'on veut se quereller au niveau national. En tout cas, le Tanganyika avance et c'est l'une des provinces qui a le moins de moyens. Avec tous les minéraux qu'il y a là-bas? Bon, qui ne sont pas réellement exploités. Il n'y a que du charbon, il y a un peu d'or artisanal, il y a un peu de coltan. On a beaucoup d'espoir pour Manono parce que le lithium va être exploité, mais cela peut attendre 3, 4 ans, 5 ans pour que ça commence. Donc, pour le moment, elle n'a pas les moyens qu'on peut lui prêter demain. Mais avec ces moyens, gérés de manière judicieuse par le gouvernement provincial dirigé par l'honorable Zoé Kabila, je crois qu'ils font le maximum pour répondre aux attentes de la population et il faut les y encourager. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter tous les gouverneurs qui font de même, qui essayent de faire avancer dans un contexte extrêmement difficile. Et donc, l'exemple de Tanganyika mérite d'être rendu plus ouvert à tout le monde pour que demain, nous ayons des provinces qui avancent, comme je revenais aussi de la province du Nord Kivu, Goma et ses environs. J'étais impressionné aussi par le développement de la ville de Goma aujourd'hui. Donc petit à petit, en découvrant les provinces,
on peut dire que nous avons le devoir de faire de la gouvernance nationale un centre d'impulsion pour le développement des provinces et non pas d'en faire un objet de querelle autour de nous. Voilà. Merci à vous également, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Je vous rappelle que nous avons reçu pour vous Maître Jean Mbouyou, qui est élu de Kabalo dans la province du Tanganyika. Avec lui, vous avez suivi de quoi ce que nous avons parlé. Nous avons brossé toute l'actualité au peigne fin, mais également nous avons parlé en profondeur de cette province, de sa transformation qui est en train de s'enregistrer. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité pour parler d'autre chose. Merci.